connaissez déjà, mais en tout cas, chez la plupart des gens, quand on parle de la décolonisation de l'Afrique subsaharienne, pour tout le monde, l'idée c'est que ça s'est bien passé partout, que la France a généreusement accordé l'indépendance à des peuples qui la demandaient à peine, et que aussi ça s'est mal passé en Indochine, avec la guerre d'Indochine, la défaite pour l'armée française de Dien Bien Phu, et puis ensuite la guerre d'Algérie de 54 à 62. L'idée c'est que pour les autres colonies, on a été plutôt raisonnable, et qu'en 1960, on a donné l'indépendance à peu près à tout le monde. Quand on a commencé, nous, à observer cette histoire, au début en lisant ce qui était disponible, moi j'avais commencé en lisant les livres de François-Xavier Verschave, le président de l'association Survie, que vous connaissez peut-être, et qui avait écrit un chapitre de son livre sur la France-Afrique en 98, qui s'appelait Massacre en pays bamileke, et qui racontait la répression française d'une insurrection dans l'ouest du Cameroun. Donc moi quand j'avais lu ça, je ne connaissais pas spécialement l'histoire de l'Afrique, un petit peu comme ça, un peu comme tout le monde. J'étais très surpris qu'il y ait eu une guerre au Cameroun alors qu'on n'était pas du tout au courant de ça. Et puis j'ai voulu savoir sur quoi il se basait, Verschave, pour raconter tout ça. Et en fait, en regardant un petit peu de près quelles étaient ses sources, je me suis aperçu que c'était pas très solide, que c'était souvent des témoignages qui n'étaient pas forcément recoupés, des témoignages parfois qui étaient totalement faux, des estimations du nombre de morts un peu hasardeuses, et que donc il n'y avait pas eu beaucoup d'analyses précises. Alors quand même il y en a eu, après en cherchant bien, il y a des livres qui sont vraiment très très précieux et très bien sourcés, notamment il y a Richard Joseph, qui est un historien américain, qui a écrit l'histoire de l'UPC dans les années 50. Ensuite il y avait Achille Mbembe, qui est un grand historien et philosophe camerounais que vous connaissez sans doute, qui a lui écrit beaucoup sur l'insurrection, notamment en Sanaga-Maritime, qui était la région d'origine d'Achille Mbembe et du grand leader de l'Union des populations du Cameroun, Ruben Onyobe. Il y a eu un documentaire il y a 3 ou 4 ans qui s'appelle Autopsie d'une indépendance, qui a été fait par 2 journalistes françaises, Valérie Ouzouf et Gaëlle Leroy, qui était plutôt pas mal du tout. Mais tout ça manque, il y avait vraiment des éléments qui manquaient, en particulier d'aller voir les archives au Cameroun, en France, qui entre-temps se sont beaucoup ouvertes, parce qu'il y a des livres qui ont été écrits il y a 20 ans, 30 ans, et donc ils n'avaient pas accès à toutes ces ressources. Et puis surtout, on allant voir les témoins, les gens qui ont vécu cette histoire, à la fois au Cameroun, donc soit qu'ils aient été du côté de l'insurrection, soit qu'ils aient été du côté du pouvoir qui a réprimé cette insurrection. Donc c'était bien d'aller voir un peu les deux, parce qu'en plus les gens maintenant commencent à être assez vieux. Et puis en France, on a rencontré, ça c'est, je pense que là ce qui est le plus original du livre, on a rencontré beaucoup de militaires français, d'anciens administrateurs, des anciens religieux, qui ont fait la guerre du Cameroun, quoi. Et que personne n'était jamais allé voir. Donc, alors parfois ils étaient déjà morts, donc on allait voir leurs enfants, leurs veuves, mais enfin on a retrouvé des archives, des photos, pas mal de choses comme ça. Et au début on voulait écrire ça, une sorte de grand article en 2-3 mois, et au final, comme on voyait qu'on accumulait des connaissances qui n'étaient pas connues, et que dans les archives on avait photographié peut-être 100 ou 200 000 pages d'archives, donc ça nous a pris beaucoup de temps pour les lire, et on s'est dit que c'était dommage de s'arrêter en si bon chemin, et qu'il fallait apporter une pierre, en tout cas dans la connaissance de cette histoire. Alors après, il y a plein de lacunes, plein d'erreurs sans doute, mais il y a quelque chose qui est solide, qui est sourcé, et s'il y a des gens qui veulent contester, ils peuvent, mais il faudra qu'ils contestent aussi, qu'ils trouvent d'autres sources. Enfin, voilà, donc c'est à la fois pour les étudiants camerounais ou français, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on apporte au débat, et qui fera sans doute avancer la connaissance. Et on a essayé de prolonger ça à travers un site qui s'appelle cameroun-le-site.com, sur lequel on appelle tout le monde à venir témoigner. S'il y a des gens dont les parents, les grands-parents leur racontaient cette guerre du Cameroun, ils peuvent venir apporter leur pierre à l'édifice, parce que nous, on a eu du mal à trouver des témoins, ça nous a pris beaucoup de temps, et maintenant qu'on en parle un peu dans les médias et tout ça, on peut espérer qu'il y ait des gens qui se manifestent d'eux-mêmes et qui apportent, qui écrivent leur propre histoire, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est que cette histoire, c'est une histoire franco-camerounaise, elle fait partie aussi bien de l'histoire du Cameroun que de l'histoire de la France. C'était l'histoire de la 4ème République, de la 5ème République. C'est très lié, l'histoire coloniale a eu une implication très importante dans la naissance de la 5ème République, puisqu'elle est née en 58 d'un putsch en Algérie, et donc de l'impossibilité qu'avait la 4ème République à gérer cette question coloniale avec toute une génération d'anciens colonisés qui en avaient marre d'être sous tutelle de la France. Et puis c'est évidemment une histoire camerounaise, et ça c'est inutile de le préciser, puisque ça a encore des répercussions, je pense, aujourd'hui très fortes, on pourra en parler dans la discussion, puisque le régime au Cameroun est directement issu de la répression de l'insurrection, puisqu'il y a eu 2 présidents, Amadou Idjo et Paul Biya, qui était son Premier ministre, et donc
cette continuité, ce que la France a fait au Cameroun dans les années 50 et 60, a des répercussions très, très immédiates, très visibles aujourd'hui au Cameroun. Alors pour résumer en quelques mots le livre, on pourra après aller un peu plus loin si vous voulez. Nous, on a le fil directeur un peu, c'est les méthodes de répression utilisées par la France contre au départ le mouvement nationaliste camerounais qui est né en 1948 avec la création de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, et puis après avec l'insurrection de 56-57 jusqu'à 1971 avec l'assassinat, l'exécution publique du dernier maquisard, du dernier chef maquisard un peu d'importance qui s'appelait Ernest Rwandier. Et donc la France va mettre en place des techniques qu'on appelle la guerre révolutionnaire, la doctrine de la guerre révolutionnaire. Alors cette méthode, elle n'est pas née au Cameroun, elle est née en Indochine. En Indochine, la France était confrontée donc au Viet Minh qui réclamait l'indépendance, qui avait même proclamé l'indépendance avec Ho Chi Minh. Et la France est très surprise de l'ampleur que prend le mouvement. Et la France envoie des dizaines de milliers de soldats pendant des années pour essayer de combattre ça. Et ils n'y arrivent pas puisque ça se termine par la victoire côté Viet Minh de Dien Bien Phu en 1954, la défaite française. Et donc les Français, les militaires français, qui étaient souvent des jeunes officiers ou sous-officiers, vont se poser la question pourquoi est-ce qu'ils ont perdu cette guerre d'Indochine. Et là où quelqu'un qui aurait un peu étudié de près, pas seulement en Indochine mais un peu partout ailleurs, la montée de cette conscience anticoloniale chez les peuples africains, asiatiques ou du Maghreb, aurait compris que c'est parce que le vent de l'histoire avait soufflé et que la domination d'un pays comme la France, qui est un pays affaibli par la Deuxième Guerre mondiale, par la défaite de Vichy, qui n'avait plus aucune légitimité, aucun prestige, l'observateur attentif aura pu comprendre que voilà, c'était, que ce soit en 54 ou 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, la domination coloniale était condamnée et que les Vietnamiens en avaient marre d'être sous la férule de la France. Mais les Français, qui étaient encore dans cette doctrine coloniale, dans ce consensus colonial, quasiment tout parti confondu, et les militaires encore plus, parce que c'est eux qui étaient à la pointe de l'aventure coloniale depuis 50 ou 100 ans, et bien, eux ne pouvaient pas imaginer que les colonisés en aient assez des Français. Et donc, pour ça, ils ont essayé de mettre en place un autre raisonnement qui était de dire le Viet Minh a instrumentalisé, a manipulé les masses qui sont forcément dans l'imaginaire colonial, des masses incultes, des masses qui ne sont pas éduquées, et qui donc peuvent être embrigadées par tout le monde. Et le grand fantasme qui va se créer dans la tête des Français, des dirigeants français, c'est que c'est Moscou, c'est le communisme international qui manipule tout ça, et qui se sert de quelques leaders en Algérie, au Cameroun ou en Indochine pour manipuler les masses. Donc c'est une vision très raciste en fait, très coloniale, où les gens ne sont pas capables de se prendre en main tout seuls, et quand ils s'agitent, eh ben, c'est forcément parce qu'ils sont agités par quelqu'un. Ça c'est la première erreur de conception, qui après, le problème c'est qu'ils en tirent des conclusions. La conclusion c'est que il faut, pour combattre les méthodes totalitaires du Viet Minh, ils disaient que c'était totalitaire parce que c'était communiste, parce qu'ils arrivaient à embrigader les gens dans des organisations de jeunes, de femmes, des organisations de quartier, dans chaque village, et ils disaient ça c'est vraiment des méthodes totalitaires, antidémocratiques. Et la conclusion qu'ils en tirent, c'est qu'il faut faire la même chose. Alors, en plus, ils avaient un peu fantasmé sur l'efficacité de cet embrigadement, et donc au lieu d'en tirer des conclusions qui seraient nous on est une démocratie donc on ne peut pas se permettre de faire ces choses-là, ils en tirent la conclusion inverse, qui est il faut combattre le mal par le mal. Et c'est pour ça que cette doctrine de la guerre révolutionnaire, elle s'appelle aussi parfois contre-révolutionnaire. On ne sait jamais trop bien qui a enclenché cette machine-là. Et donc, l'idée est tant de faire une nouvelle guerre, une nouvelle forme de guerre, où c'est un front contre front, c'est une guerre de guérilla. Pardon. Donc il y a des gens qui sont pas une vraie armée. Donc le Viet Minh était basé dans les populations, la frontière entre civils et militaires devient très compliquée à distinguer, parce que comme une guérilla comme en Afghanistan aujourd'hui, ou en Irak à d'autres moments, les insurgés ne sont pas des gens avec un uniforme, des généraux, des colonels, etc. C'est plus la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, où c'était front contre front, avec des tranchées et un front qui peut évoluer, mais qui est assez simple à identifier. Donc là, l'ennemi, il devient la population tout entière. Il y a une sorte de virus révolutionnaire qu'il faut extirper de la population. Il y a des agents du communisme international qui viennent contaminer la population avec cette méthode très malsaine de la maladie qui viendrait contaminer des populations saines. Et donc la maladie, c'est l'anticolonialisme. Ça, c'est étonnant, c'est inquiétant, parce que aujourd'hui, avec le recul,
On sait bien que le colonialisme était condamné, que c'était un système injuste, raciste, mais à l'époque, ils ne pouvaient pas l'envisager comme ça. Donc, quand les colons français voient émerger, au début avec le syndicalisme au Cameroun, qui est autorisé à partir de 44-45, puis avec le premier parti indépendantiste, l'UPC, quand ils voient émerger cette contestation de l'ordre colonial, ils voient déjà tout de suite le futur Dien Bien Phu, ils voient la main de Moscou derrière tout ça. D'autant plus que le mouvement est né au Cameroun par l'action de quelqu'un qui s'appelait Gaston Donat, qui était un militant communiste très intéressant, qui était un syndicaliste. Donc ce Gaston Donat était en Algérie, il est passé au Cameroun en 1944, et il s'aperçoit que la société est vraiment extrêmement raciste, encore plus que dans l'Algérie coloniale, c'est dire à quel point c'était raciste. Par exemple, dans les églises, les noirs et les blancs étaient assis dans des coins différents de l'église, et avec une église qui était elle-même très raciste, puisque la hiérarchie catholique, qui est française, hein, donc c'est les Français qui dirigent toute l'organisation catholique, déchirait les cartes des syndicalistes ou de l'UPC, donc l'Union des populations du Cameroun, excommuniait les leaders de ce mouvement, interdisait de baptiser les enfants des syndicalistes ou des militants nationalistes. Donc il y avait vraiment alors que cette église avait un poids très important dans la société camerounaise de l'époque. Donc on voit que se crée une dichotomie très forte et une violence symbolique très forte. D'autant plus que le patronat à l'époque, qui est un patronat blanc, lui aussi utilise des méthodes vraiment qui deviennent illégales à partir de la loi Houphouët-Boigny qui interdit le travail forcé, mais en fait le travail forcé continue après 1946. Il est utilisé par l'administration, par l'Église catholique et par les grandes compagnies françaises qui font de l'extraction de la rente agricole ou plus tard pétrolière. Donc il y a quand même un affrontement très dur qui se met en place. Il va se concrétiser en 1945 par des émeutes à Douala qui font une centaine de morts, où les premières grèves, les premières manifestations au départ plutôt pacifiques, sont réprimées dans le sang par les colons français qui tirent sur la foule. Et donc ça, c'est avec l'aide de l'administration qui distribue des armes aux Français. Donc ça marque le début de ce divorce, si tant est qu'il n'y ait jamais eu un mariage avant, mais en tout cas, ce divorce très fort entre les premiers militants camerounais, qui au départ voulaient seulement l'indépendance à terme, enfin, c'était assez pacifique, dans l'amitié avec la France. Enfin, au départ, les premières mobilisations de Camerounais sont plutôt pro-françaises, on va dire, contre l'Allemagne nazie. Donc la guerre n'était pas du tout inévitable au départ. Elle devient inévitable petit à petit parce que les premières organisations, donc essentiellement l'UPC, de 48 à 55, veulent participer pacifiquement au système électoral qui se met en place. C'est un système électoral qui est encore très injuste, il y a le double collège, donc les voix des Camerounais ne valent pas autant que les voix des Français, ça se passe un peu partout dans l'Empire français. Mais l'UPC est animé par des valeurs démocratiques, pacifiques, très attachées au droit. Ruben Oumniobé, son premier secrétaire général, qui est un homme très charismatique à l'époque, il était greffier. Donc en tant que greffier, il était très attaché au droit écrit, à avancer de revendications progressives, raisonnables et tout ça. Et là où il va devenir quelqu'un de très célèbre, c'est qu'il utilise le statut international du Cameroun. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Cameroun avec un K à l'allemande, parce que le Cameroun n'est pas une colonie comme les autres. Elle est un peu comme le Togo, c'est-à-dire que au début c'était des colonies allemandes, et puis après la Première Guerre mondiale, ça devient des territoires sous mandat de la SDN, la Société des Nations. Parce que l'Allemagne ayant perdu la Première Guerre mondiale, elle perd ses colonies, et ceux qui étaient sur place, les Français et les Britanniques, se partagent le territoire. Alors c'est 4/5 pour la France, 1/5 pour les Anglais, donc c'est surtout la France qui est présente. Hein. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, ça se transforme, c'est un peu le même système, en territoire sous tutelle de l'ONU. Donc il y a quand même un arbitre international, qui est l'ONU, et le Cameroun n'est pas censé être une colonie comme le reste de l'Union française. Et l'UPC va jouer là-dessus, va écrire à l'ONU, et va dire, attendez, c'est écrit dans les textes, on a le droit pour nous, on n'est pas censé rester français ad vitam aeternam, on est censé devenir ensuite alors c'est pas bien clair dans les textes, mais en tout cas, ils sont censés aller vers l'auto-administration, ou l'autodétermination, voire l'indépendance. Et donc l'UPC réclame l'indépendance. Mais face à ces réclamations qui sont tout à fait pacifiques, la France va verrouiller tout ça, et le faire de manière au départ policière, donc pas encore militaire, en fraudant les élections, à tel point que l'UPC, qui était le seul parti existant vraiment sur le territoire, avec des dizaines de milliers d'adhérents, avec une audience internationale, nationale très forte, l'UPC n'aura jamais le moindre élu, aucun élu.
alors qu'on parle d'assemblées territoriales où il y a plusieurs dizaines de conseillers territoriaux. Le premier parti n'a jamais le moindre représentant, même dans des régions où, notamment en Sanaga-Maritime, à Douala, ou dans l'ouest du Cameroun, où l'UPC est vraiment très fort. Donc on a plein de témoignages qui racontent ça, qui racontent que ce sont des élections fraudées. Et puis, plus que ça, l'administration française est très virulente. Elle attaque en justice régulièrement les leaders de l'UPC. Elle va aussi en emprisonner un certain nombre. Donc les UPCistes sont soumis à des brimades, à des interdictions de manifestation, à des interdictions de réunion. Enfin, ils se heurtent vraiment à un mur. Et donc en 1955, il y a des émeutes qui ont lieu à Douala, Yaoundé, dans la plupart des villes du Cameroun, surtout à l'ouest. Et face à ça, ça donne un prétexte à l'administration française pour interdire l'UPC. Donc c'est là vraiment la rupture. L'UPC étant interdite, la seule solution, c'est de prendre les armes et en tout cas, il y aura un débat pendant une année ou deux pour savoir s'ils lançaient l'insurrection, parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts à ça, et pas du tout volontaires pour prendre les armes. C'est pas du tout des combattants, des guerriers, surtout des juristes, des enseignants, enfin des fonctionnaires, et ils n'ont pas le profil vraiment des guérilleros. Mais ils sont contraints de faire ça. Et donc, fin 56, ils espèrent encore être réintégrés dans le jeu légal. C'est ce que leur avait promis quelqu'un comme Pierre Messmer, qui devient haut-commissaire de la France au Cameroun, qui sera ensuite Premier ministre, ministre des Armées, etc. Et Pierre Messmer, en fait, leur a menti. Et les élections très importantes de fin 56 se font en l'absence de l'UPC. Pourquoi elles sont importantes? Parce que la France, la 4ème République, décide d'aller vers la loi cadre de fer. La loi cadre de fer en 56, dont le directeur du cabinet était justement Pierre Messmer, cette loi cadre propose une autonomie, une certaine dose d'autonomie aux colonies françaises, avec un gouvernement qui a certaines prérogatives, qui sera composé en tout cas par les Camerounais au Cameroun. Et donc, ce premier gouvernement, cette première chambre législative, elle est élue dans des conditions totalement contestables, puisque le premier parti, l'UPC, est interdit. Et c'est pour ça qu'en fin 56 commence vraiment ce que l'UPC va appeler le boycott actif, c'est-à-dire en vrai des attentats contre des valets du régime, des gens qui sont pour l'administration française. Et à partir de là, se crée les maquis. Et donc dans les maquis, il y a toute la population dans certaines régions qui s'implique, qui crée une administration parallèle et qui va essayer de couper certaines régions de la férule de l'administration centrale. Et ils y arrivent à peu près. Et donc la réaction de la France, là, ils voient ressurgir le spectre de Dien Bien Phu, le spectre de la Toussaint 54 en Algérie, où le FLN commence à créer une armée insurgée, et va utiliser les méthodes de la guerre révolutionnaire, c'est-à-dire les parachutistes arrivent, l'idée est de séparer le bon grain de livret, donc de séparer les populations contaminées des populations saines, et donc il va y avoir entre guillemets, tout ça évidemment, se créent des camps de regroupement. Donc la France va vraiment changer la géographie, l'organisation des populations, qui étaient au départ très dispersées dans ces régions agricoles, et donc va forcer les populations à se regrouper. Pour les forcer, on brûle les cultures vivrières des gens, on les menace, et donc tout le monde va dans ces camps-là, et tous ceux qui n'y vont pas par choix ou parce qu'ils n'ont pas de moyens de vivre dans ces camps de regroupement, et parce qu'ils sont attachés évidemment à leurs habitations, tous ces gens sont considérés comme de hors-la-loi potentiels, comme parce qu'ils vivent dans des zones interdites. Et donc dans ces zones interdites, le feu est autorisé sur les gens qui sont là, alors femmes, enfants, soldats ou pas. Comme il n'y a pas de différence très fondamentale entre les insurgés et les civils, ça crée des guerres très meurtrières, parce que voilà, tout le monde peut être la cible. Donc ça va être matérialisé dans la ZOPAC, la zone de pacification de la Sanaga-Maritime. En 57-58, c'est dirigé par quelqu'un qui s'appelle le lieutenant-colonel Lamberton, Jean Lamberton, dont on a retrouvé les archives en France. Et Lamberton, avec ces méthodes-là, va réussir à briser en tout cas l'insurrection dans cette région-là, à tel point qu'il va même réussir à assassiner Ruben Oumniobé, qui est le grand leader de cette époque, le 13 septembre 58. Et la mort d'Oumniobé utilise un peu tous les éléments de la guerre révolutionnaire, puisque on arrive à localiser sa situation à travers les camps de regroupement qui isolent les maquisards, à travers l'arrestation d'une proche d'Oumniobé qui va être torturée, donc ça on a retrouvé des témoignages là-dessus. Elle est torturée, donc elle dit à peu près où se trouve le campement d'Oumniobé, et il y a une patrouille qui se crée franco-camerounaise et qui va tirer sur Oumniobé dès qu'il
s'aperçoit, innocent, sommation, alors que Mioubé n'était pas vraiment armé et pas vraiment dangereux. Donc voilà, on est dans une vraie guerre. Aujourd'hui, c'est pas reconnu, mais enfin, à l'époque, quand on voit dans les papiers des militaires, eux, ils parlent de guerre. Ils disent c'est la conscience d'être en guerre qui nous a permis d'avoir de bons résultats. Et alors, pour aller un peu plus vite maintenant, là où la France a réussi son coup, c'est qu'ils ont tiré les leçons de l'Algérie. En Algérie, ils ont gagné militairement. L'armée française était forte de 300-400 000 hommes, qui étaient beaucoup plus forte, mieux armée que le FLN. Ils ont gagné militairement, mais ils ont perdu politiquement, parce que dans l'imagerie, enfin dans l'opinion publique internationale, c'était devenu une guerre sale, une guerre qui faisait honte à la France, à l'ONU, un peu partout. Et donc la France a été obligée de lâcher le morceau. De Gaulle, quand il arrive au pouvoir, espérait encore garder l'Algérie, et puis très vite il s'aperçoit que c'est pas possible, que le vent de l'histoire est contre lui, et donc il va abandonner ça. Et là, la France perd tout en Algérie, quasiment, avec les accords d'Évian. Au Cameroun, ils ont un peu anticipé ça, parce que le Cameroun était, comme je vous le disais, une brèche dans l'Empire français, était quelque chose d'un peu particulier. Et c'est pour ça que c'est aux origines de la France-Afrique, c'est parce que s'invente dès 55-56 ce que va être plus tard la France-Afrique, c'est-à-dire on vous donne l'indépendance, mais on garde une maîtrise très forte sur votre gouvernement, qui est un gouvernement de façade. L'armée va être totalement manipulée par la France, les ministres sont doublés par des conseillers techniques français qui assurent le véritable pouvoir. Et donc pour l'opinion internationale, la France a donné l'indépendance, mais au nom de la coopération, de l'aide au développement, des accords de défense, la France reste extrêmement présente. Et donc ce qu'ils vont faire avec le Cameroun, c'est qu'ils vont coopter quelqu'un qui s'appelle Amadou Ahidjo, qui vient du nord du pays, qui n'était pas quelqu'un de très charismatique, hein, tout le monde parle de lui comme quelqu'un de très timide, pas très expansif. Le seul avantage qu'il lui trouve, c'est qu'il savait lire et écrire, et donc pour quelqu'un du nord, il dit c'est plutôt bien, donc il pourra répéter ce qu'on lui dit assez facilement. Enfin, il y a un cynisme très fort de la part des Français hein, là-dessus. Et ce qui est étonnant, c'est que les Français, dans les rapports secrets, ont beaucoup d'estime pour Mioubé et pour le parti de l'UPC. Il dit c'est des gens très motivés, intègres, incorruptibles, et c'est pour ça qu'il faut les éliminer. Alors qu'ils avaient beaucoup de mépris pour Ahidjo, pour tous les gens qui vont essayer de mettre en avant, de pousser en avant en fraudant des élections, en les achetant en fait. Là, on a beaucoup d'exemples de gens qui sont corrompus par la France. Même le premier Premier ministre de Ahidjo, qui s'appelait Charles Assalé, qui était un ancien UPCiste qui a été retourné vers la France, on a retrouvé dans les fonds Focard, de Jacques Focard, qui était le monsieur Afrique de Gaulle. Focard écrivait à De Gaulle en disant Assalé détourne de l'argent, il fait des opérations de cacao qui ne marchent pas bien, il faudrait, sur les fonds secrets de la France, renflouer un peu ses caisses, parce que comme ça, il restera attaché à nous. C'est pas idiot. Mais donc, c'est-à-dire que la France achetait le Premier ministre d'un pays indépendant. C'est quand même quelque chose de très grave. Et cette stratégie de néocolonialisme, parce que c'est ça qui va se créer là-bas, est très efficace si elle se fait sans élection libre. Et donc, au Cameroun, ça va se jouer en 59, cette affaire-là, avec un débat à l'ONU très important. La France et Ahidjo veulent absolument refuser des élections sous supervision de l'ONU. Pourquoi? Parce qu'au Togo, qui a le même statut à peu près, l'ONU a dit bon, on va faire des élections en 58. La France s'est pas trop méfiée, et en fait, a été élue, parce que ces élections au Togo en 58 ont été plutôt libres, a été élu Sylvanus Olympio, qui était un nationaliste intègre et qui n'était pas soumis à la France. Donc là, la France, ça va leur causer pas mal de soucis, à tel point qu'en 63, Olympio sera assassiné, pour qu'après Eyadema puisse prendre le pouvoir au Togo. Et en France, au Cameroun, ils veulent surtout pas que ça se reproduise. Et donc en 59, l'ONU accorde l'indépendance au Cameroun sans les élections que réclamait l'UPC. Et donc Ahidjo va pouvoir devenir un président au départ dans le cadre d'une démocratie soi-disant parlementaire, qui en fait n'a rien de parlementaire, et qui en fait sera un dictateur qui va s'affirmer petit à petit avec un parti unique, avec des camps de concentration, avec des procès truqués, des élections truquées, enfin voilà, un peu comme ça s'est fait dans beaucoup de pays de la France-Afrique à cette époque-là, avec le soutien de la France. Et on montre dans le livre que par exemple, le ministre de la Défense, Sadou Abidou, pendant des années, ça va être un colonel français, Jean-Victor Blanc, qui va diriger la guerre contre l'UPC, puisque la guerre continue à cette époque-là. On n'en parle plus tellement, mais jusqu'en 71, il y a encore des maquis au Cameroun, et la France met en place des opérations militaires très fortes, avec des bombardements, avec des dizaines et des dizaines de milliers de cartouches qui sont tirées par les avions et qui mettent à feu et à sang toute la région de l'Ouest Cameroun, notamment avec des cartouches incendiaires, ça on le voit dans les archives. Et donc,
on ne sait pas trop combien de morts il y a eu. Par exemple, le général Briand, qui a dirigé ses opérations dans l'Ouest Cameroun en 60, dans un rapport secret, il dit qu'il y a eu 20 000 morts uniquement dans la région Bamileke, uniquement dans l'année 1960. Sachant que cette guerre, elle a duré de 57 à 1971, et dans plusieurs régions. Donc on peut estimer qu'il y a eu plus de morts que ça. L'ambassade de Grande-Bretagne, qui était bien placée, parce qu'ils avaient un bout du Cameroun d'une époque, et en même temps assez impartial dans l'histoire, dans un rapport secret également, parle de 80 000 morts pendant toute cette période. Un journaliste français, André Blanchet, dans une conférence confidentielle, lui, il raconte que des officiels français lui ont dit qu'il y aurait eu 120 000 morts. Il y a d'autres sources qui disent plus, 200 000 ou plus de morts. Alors après, il y a aussi une inflation des chiffres. Hein. On a parlé parfois d'1 million, 2 millions de morts. Ça ne me semble pas très crédible, ou d'un génocide que la France aurait commis au Cameroun. Là, je pense qu'il faut peut-être pas trop s'avancer là-dedans, parce que on ne voit pas de volonté de détruire, d'annihiler tout un peuple, comme ça peut être le cas au Cameroun, où les génocides des Juifs par les nazis. Donc il y a la volonté de mener une insurrection par tous les moyens, au besoin en annihilant, et là je cite une recommandation du général Briand, en annihilant les UPCistes et leurs sympathisants. Donc les sympathisants, ça peut être un peu tout le monde. Hein. Dans cette période-là, tout le monde était sympathisant de l'UPC dans certaines régions. Donc là, ça veut dire qu'on peut faire des bombardements sans distinction. Mais c'est vrai que c'est sans doute pas allé jusqu'au génocide, avec des camps d'extermination, tout ça, qu'on ne retrouve pas au Cameroun. En revanche, ce qu'on retrouve, c'est la torture systématique, comme en Algérie par exemple, avec les mêmes méthodes. Et ce qu'on retrouve également, c'est que non seulement il y a eu une torture systématique par les militaires et les gendarmes français, et que quand il y avait des magistrats qui voulaient instruire le procès de ces tortionnaires, ils étaient expulsés du Cameroun par les autorités françaises et camerounaises. Mais en plus, la France a appris la torture à l'armée camerounaise qui a commencé à se créer à partir de fin 59. Par exemple, le premier directeur de l'EMIA, École militaire interarmes du Cameroun, donc qui formait les officiers français, camerounais, pardon, qui sont encore aujourd'hui à la tête de cette armée, hein, et qui ont mené eux-mêmes la contre-insurrection dans les années 60. Le directeur de cette école, c'était Jacques-Louis Lefebvre, qui était un simple lieutenant, mais qui venait d'Algérie, qui était un des élèves de Bijard, Bijard qui est connu pour l'usage de la torture. Et ce Jacques Lefebvre, on a retrouvé des témoignages où des Algériens racontent qu'ils ont été torturés personnellement pendant des jours et des jours par ce Lefebvre. Et donc ce Lefebvre montrait comment il fallait torturer à ses élèves. Et donc les élèves allaient dans les prisons de Yaoundé en 60-61, on leur montrait comment est-ce qu'on torturait les prisonniers. Prisonniers qu'ils aient pris les armes ou pas. Après, cette espèce de contre-subversion dans les années 60 s'est élargie à toutes les formes de contestation, que ça vienne de l'Église, que ça vienne des opposants, des syndicalistes. Tout le monde était assimilé à des insurgés et donc pouvait craindre le même traitement, emmené dans des camps, exécuté, etc. Donc voilà, on assiste à un régime qui se referme sur lui-même, qui devient quasiment totalitaire, et on voit que la France, qui était un grand soutien du Cameroun, dans les papiers de l'ambassade, qui sont des papiers secrets, décrivait ce régime comme un régime fasciste. Et ils utilisent le mot fasciste. Ils disaient notamment, le tenant de l'aile fasciste, c'est Samuel Camé, qui était qui a été formé à l'école coloniale française, et qui était un des grands bons hommes de relais de la France dans la région Bamileke, et qui était un des grands soutiens d'Aïtou, et qui, lui, dans des discours publics, pour créer le parti unique, s'inspirait des régimes nazis et fascistes pour dire qu'il faut faire la même chose pour contrôler la population et éliminer toute opposition. Donc voilà le régime que la France a soutenu, et ce régime s'est peu à peu libéralisé, on va dire, hein, sous Paul Biya, mais sous pression des mouvements sociaux, notamment en 90. Donc après, il y a eu le multipartisme qui s'est installé, mais enfin, avec des élections truquées toujours, énormément de corruption, et une opposition qui n'arrive pas à exister comme elle devrait, des manifestations interdites encore ces jours-ci, et donc une dictature qui, soutenue par la France à bout de bras, qui est issue de cette époque-là, qui évidemment a beaucoup muté entre-temps, hein, donc c'est plus du tout la même chose, mais qui a quand même des fondements dans sa vie révolutionnaire, et qui n'admet pas aujourd'hui, qui ne reconnaît pas la guerre qui a été menée, et cette reconnaissance, ce déni, il est encore plus fort du côté français. Par exemple, François Fillon, le Premier ministre, est allé au Cameroun en 2009, et à une question, on lui disait est-ce que c'est vrai que la France a assassiné des nationalistes? Alors, tout le monde le sait, ils ont tué Félix Mounier à Genève en 1960, empoisonné par les services secrets français. Et bien Fillon a dit je dénie toute réalité à ces affirmations, ce sont de pures inventions. Donc voilà, il ne reconnaît même pas qu'il y a eu un seul mort causé par la France au Cameroun. Là, on est vraiment dans le déni total, et c'est ce déni qu'on essaie
briser, et qu'on espère qu'avec pas mal d'historiens, d'étudiants, d'activistes camerounais et français, on va pouvoir enrichir un peu. Voilà, excusez-moi si j'ai été sans doute plus long que prévu. Mais, en tout cas, merci pour ce résumé de l'objectif, des motivations et l'objectif de l'écriture de ce livre. C'est vrai que donc, moi je l'ai lu. Et c'est vrai que malgré le volume, quand on le voit, c'est vrai que ça, on peut être rebuté, mais je pense que comme ceux qui l'ont lu, ça se lit facilement. Et quand on arrive à la dernière page, on a envie de recommencer. En plus, l'intérêt aussi que ça peut se lire par bout, par chapitre et tout. Et le troisième intérêt, c'est que c'est assez documenté. En fait. Personnellement, c'est la première fois que je lis un livre sur le Cameroun aussi documenté, avec des références et des notes de bas de page qui font que, en fait, on lit le livre et après on lit les notes de bas de page. Et là, je trouve que c'est un travail de recherche assez consistant. Et j'espère que, en fait, nous espérons tous qu'avec ce bouquin, la France n'occultera plus, ou du moins, il y aura un mouvement qui fera en sorte que cette guerre ne soit plus véritablement une guerre cachée. Vous savez qu'il y a des médias qui ont parlé de ça, il y a le canal enchaîné, il y a, bon, moi, dans ma boîte, il y a mon patron qui en a entendu parler sur RTL, je crois que j'étais assez surpris, et il écoutait RTL le matin, donc il m'a dit, il y a eu une guerre au Cameroun, je lui ai expliqué et tout, donc, on constate que ce n'est pas connu, ce n'est toujours pas connu, et ce n'est toujours pas suffisamment connu. On espère qu'avec cet ouvrage, donc malgré 60 ans après, on espère qu'avec cet ouvrage, on en saura un peu plus. Et l'autre point marquant, je pense, que quand on lit cet ouvrage, on constate qu'il y a encore beaucoup d'acteurs vivants, notamment de l'armée, dont un général, ne pas le citer, c'est vrai qu'il vient d'être mis sur la touche. On constate que dans l'armée, il y a encore beaucoup d'acteurs vivants. Et donc on peut se poser des acteurs vivants qui sont encore dans le régime. Donc, on peut comprendre aussi pourquoi le Cameroun en est là où il est aujourd'hui. Quand on voit que c'est des gens qui ont participé à la répression, à leur façon, qui ont participé à la répression au Cameroun. Et quand on lit certains témoignages, il n'y a pas de regret. on a rencontré j'ai vu très peu de regrets de la part des acteurs de l'époque. Même cette année, face caméra, on a mis la vidéo sur notre site internet. On lui dit, mais il paraît qu'il y avait des têtes coupées, qu'on coupait la tête des maquisards, qu'on les exposait sur des pics ou dans des villages. Parce que ça, tout le monde nous en parle. Et on s'attendait à ce qu'ils disent, ah bon, peut-être, bon, c'est pas moi. Et il a dit, oui, on coupait la tête des rebelles, mais c'était normal, c'était pour montrer qu'ils étaient vraiment morts, c'était un peu de l'information publique. Et il a un éclat de rire en disant ça, donc il assume totalement le fait de couper la tête des prisonniers. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez effrayant. Mais au moins, il reconnaît ça. C'est déjà une avance. Et je terminerai là-dessus. Et ce qui est aussi marquant, c'est que quand les acteurs qui étaient en dehors du sérail et qui ont subi les événements de cette époque, quand on les voit, quand on les rencontre, ils ont encore du mal à raconter ce qu'ils ont vécu. C'est vrai que moi j'ai discuté avec quelqu'un qui était en Consamba, une personne qui m'est proche, qui était en Consamba à cette époque, et qui raconte qu'une fois en allant au marché, donc, elle a vu les têtes coupées et elle a assisté aussi à une séance d'exorcisme public où les gens allaient se confesser et tout, assez hallucinant, où on tuait une chèvre, on faisait sauter, je sais pas trop quoi en fait. Ces séances où on venait dénoncer, c'était l'occasion pour les gens de dénoncer le voisin aussi, oui, tu as pris ma femme, tu as fait ci, tu as volé, et tout, et c'est hallucinant de penser qu'on ait pu mettre ça, qu'il y ait pu avoir ça au Cameroun, quoi. Et créé, encouragé par la France, une séance où les gens viennent, en fait, une séance d'expiation publique où les gens viennent dénoncer, et surtout dénoncer les maquisards. Donc on espère que cette guerre ne sera plus cachée, et puis qu'elle serve aux jeunes générations, aux gens plus jeunes que nous, qui, au vu de ce qui s'est passé, comprendront un peu plus l'état du Cameroun et travailleront dans le sens d'aller vers une indépendance totale. Donc, on va passer aux questions.